Bonsoir à toutes et à tous. Et je souhaite commencer en remerciant les organisateurs de cette université d'été de m'avoir invité à disserter sur un thème sur lequel je travaille depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Vous avez compris qu'après le conférencier précédent, je suis aussi un physicien. Il y a peut-être des choses à étudier par rapport à ça, mais qui s'est consacré assez tôt, je vais dire au début des années 80, à comprendre justement ce rapport entre technologie et humain, mais dans un cadre éducatif. En fait, j'ai été très vite séduit, et j'emploie le mot séduit à bon escient, par les micro-ordinateurs, on en a parlé, qui arrivaient dans ce début des années 80 et dont on nous disait des tas de promesses pour l'apprentissage. Avec ces machines, finalement, apprendre, ça va être facile. L'ordinateur est une sorte de pont entre le monde des idées et le monde de la réalité. Vous savez combien la science conceptualise et l'ordinateur permettrait de contextualiser. Toujours est-il que je me suis intéressé à ce lien entre technologie, humanité bien sûr, mais également éducation. Et voilà le propos de la conférence que je vais vous proposer aujourd'hui. Je dois vous dire d'emblée, vous avez vu le titre qui parle de défis, d'enjeux bien sûr, mais aussi de conditions. Vous verrez qu'au travers du discours, je trouve que nous les humains mettons finalement dans le chef des technologies une puissance et un potentiel qu'il n'a pas vraiment. Et je pense qu'à la fin de cette conférence, je vous inviterai à reconsidérer, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre en introduction, à reconsidérer cette place de l'humain dans cette relation avec les technologies, mais surtout, évidemment, avec la technologie. Ma conférence, je la bâtirai sur 5 points ou 4 points qui sont là. On parle beaucoup d'ère numérique, vous savez, on parle de l'ère numérique, un peu comme on a parlé de l'ère de la pierre polie, de l'ère du fer, etc. L'ère numérique, qu'est-ce qui change vraiment? Ensuite, l'innovation, innover, voilà bien un mot à la mode, un mot avec des sens que nous allons devoir considérer, innover, faire nouveau, mais peut-être aussi à la recherche d'une certaine cohérence. Finalement, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, comme on dit, en disant que est-ce que l'enseignement tel que nous le considérons aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas un peu à l'envers? Est-ce que finalement, à toujours vouloir enseigner ce monde des idées, on n'oublierait pas finalement le monde des perceptions, le monde des émotions, bref, de tout ce qui nous caractérise comme être humain et dont je fais peut-être un pari osé en disant c'est peut-être là que les machines ne pourront pas nous remplacer. Finalement, un monde qui change, une nouvelle renaissance, nous allons voir ça ensemble. Le diaporama de cette conférence, pour les personnes intéressées, se trouve déjà disponible. Donc, je vous laisse déjà, avant d'avoir commencé, un petit souvenir de mon exposé. L'ère numérique, qu'est-ce qui change vraiment? Alors, c'est vrai, j'ai mis une image là qui nous montre que, par exemple, toutes les 60 secondes, rendez-vous compte, toutes les minutes, il y a 450 000 tweets, Twitter, l'outil de réseau social, qui s'échangent,
il y a 3,3 millions de posts qui sont déposés sur Facebook. On se rend compte par rapport aux grandes inventions dont on a parlé tout à l'heure, qu'à l'heure actuelle, sans avoir de caractère en plomb, comme à l'époque de Gutenberg, la diffusion des savoirs a pris une ampleur colossale. J'ai bien dit la diffusion des savoirs. Je n'ai pas encore dit la diffusion des connaissances, parce que je trouve que dans le monde de l'éducation, en particulier en français, il y a finalement très peu de différence entre apprendre et enseigner. En français, on peut dire « je vais t'apprendre quelque chose »,« je vais t'apprendre à rouler en vélo ». Mais ça, c'est de la bêtise. Moi, je peux vous enseigner, mais la seule personne qui est capable d'apprendre par rapport au savoir que je vais vous donner, qui va transformer les savoirs en connaissances, c'est vous et personne d'autre. Et ça, ne l'oublions pas trop vite, diffusion des savoirs, qu'en est-il de notre capacité à construire des connaissances? Société numérique, ère numérique, on nous parle même d'humanité numérique. Bien sûr, mon collègue a déjà parlé de ces choses-là. Je vais peut-être vous les dire de manière plus alarmante. L'invention de l'écriture, on a parlé des caractères cunéiformes, eh bien, vous voyez que c'est 3 ou 4 millénaires. En termes de génération humaine, la distance qui sépare les parents des enfants, nous avons 200 générations humaines. Si nous regardons l'invention de l'imprimerie, nous en sommes à 5 ou 6 siècles. 20 générations. Et encore, la lecture généralisée, c'est-à-dire les êtres humains qui savent lire, ça date grosso modo de l'école obligatoire 1850. Est-ce que vous vous rendez compte de ce temps que prend l'innovation pour être appropriée par l'humain? Et le numérique, peut-être bien 2 ou 3 décennies, une génération. Messieurs, mesdames, les professeurs, les pédagogues, les politiques, nous n'avons pas beaucoup de temps pour assimiler la révolution qui arrive maintenant chez nous, pas de chance, avec le numérique. Il entraîne, et vous avez vu que si mon collègue a parlé de l'évolution des machines, des outils, ici, je suis en train de vous parler d'un rapport au savoir qui est différent. Au début de l'humanité, qui détenait le savoir? Les dieux. C'étaient les dieux qui décidaient des événements, de la pluie, du beau temps, des malheurs et des bonheurs. Un peu après l'invention de l'écriture, l'homme a mis les dieux un peu de côté. Ils sont toujours là, bien sûr. Mais il a mis sur le piédestal la raison, la science, qui nous permettait de comprendre. Je dis souvent, et je suis un physicien, de comprendre la matière. Et maintenant, je pense que nous en arrivons à une troisième révolution, qui est peut-être la révolution de l'intelligence. Intelligence en latin, interligere, ça veut dire être capable de faire des liens, être capable de donner du sens, être capable de retrouver l'humain.
Former, changer dans la cohérence, bien sûr. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Évidemment, ici, je vous parlerai de ce qu'on appelle l'alignement, que chaque enseignant connaît, j'espère, c'est-à-dire, finalement, l'alignement entre les méthodes, comment je vais faire, et les objectifs. Bien sûr, dans la plupart des pays européens, la notion d'objectif a été remplacée récemment par la notion de référentiel de compétences. Évidemment, l'évaluation, on en parle peu, vous savez, dans le domaine numérique. On met des tableaux blancs interactifs, des tablettes, etc. Et on a encore du mal à mesurer les effets de ces artefacts techniques sur l'apprentissage humain. À part des histoires de résultats, la moyenne de la classe est passée de 13,7 à 14,2. Bof, si c'est pour faire la même chose qu'avant avec les nouveaux outils, je suis plutôt partisan de continuer à faire la même chose qu'avant dans le domaine de l'éducation en tout cas. Et donc, évidemment, cette place des outils dans la cohérence entre les compétences que nous visons, les méthodes que nous allons mettre en place, l'évaluation qui va nous donner les moyens de voir est-ce qu'on est arrivé au bon endroit. Souvenez-vous, Christophe Colomb, qui avait l'objectif de découvrir les Indes, il est arrivé à un autre endroit et il ne le savait pas. Voilà des questions que je me pose par rapport à tout ça. Alors la question des outils, à mes étudiants, je dis, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui sont pour le numérique, qui sont contre le numérique, qui trouvent que finalement, enseigner le code, ça va apprendre un certain automatisme aux élèves, alors qu'on ferait mieux de leur développer l'esprit critique. Vous savez, ces personnes qui sont un peu méfiantes par rapport aux technologies, je les ai appelées très gentiment, n'est-ce pas, les grognons. Et Socrate, c'était déjà un grognon. Et vous savez à propos de quoi? À propos de l'écriture. Je vous l'ai dit, c'est une grande invention technologique. Et Socrate n'aimait pas l'écriture. Il n'y a pas d'écrit de Socrate. C'est Platon qui rapporte les écrits de Socrate. Et Socrate disait, mais pourquoi est-ce qu'on invente l'écriture? Ah, mais avec l'écriture, les hommes ne perdront plus jamais la mémoire et leur sagesse deviendra infinie. Et Socrate aurait répondu, mais si on n'écrit plus, si on ne parle plus, si on n'exerce plus notre mémoire, on va la perdre. Et la sagesse, c'est quand même pas dans les hiéroglyphes qu'on va la découvrir. Et vous trouvez ici ce qu'on appelle, et c'est fondamental, hein, le pharmacone de la technologie, c'est-à-dire que toute technologie humaine est à la fois un remède et un poison. Mais dites-nous, Monsieur Lebrun, est-ce que c'est quand même un remède? Non, je ne vous le dirai pas, c'est les deux à la fois, remède et poison, toujours indissociablement liés. Et qu'est-ce qui va faire que ça va aller d'un côté ou de l'autre? Pas la technologie, l'homme. La manière dont il va utiliser cette technologie. Et voilà cette fable de Platon qui raconte ce que Socrate a dit. Et moi, j'ai toujours trouvé que le dieu Thoth, le dieu égyptien, celui qui amène l'écriture aux hommes, le flamboyant, il ressemble quand même très très fort à Steve Jobs, qui amène la tablette et qui, 2000 ans après, dit « Avec ça, vous n'allez plus perdre la mémoire ». On avance, les humains, on va faire un petit effort, on va commencer à imaginer qu'est-ce que les outils peuvent nous apporter, non pas seulement pour soulager nos efforts,
mais pour augmenter ce qu'il y a dans notre boîte crânienne. Prenons un exemple qui va peut-être étonner. Le rapport PISA de 2015. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce rapport-là? C'est un rapport qui a été fait sur les connaissances en langue, en mathématiques, en sciences, des enfants dans toute l'Europe. Et en particulier, ils ont contrôlé l'effet de l'utilisation des outils numériques. Ça va? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les pays qui ont consenti d'importants investissements dans le domaine d'éthique dans l'éducation n'ont constaté aucun effet des performances des élèves en langue, en mathématiques et en sciences. Voilà de quoi faire des économies à l'école. Non, je ne suis pas sérieux. Cette phrase-là, ça ne veut rien dire du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on dit généralement quand on parle des technologies, c'est qu'avec les technologies, on va pouvoir faire autre chose, autrement. Or, on constate que les enseignants qui ont de nouveaux outils entre leurs mains continuent à faire la même chose qu'avant avec les outils. Autrement dit, ils ont des TBI et ils demandent aux élèves de regarder, je ne sais pas moi, des cartes de géographie sur le TBI, alors qu'on pouvait les montrer avec un projecteur comme dans la salle, etc. D'où l'importance de ne pas dire que l'outil va être utilisé facilement, mais de la formation et de la mesure aussi des effets. On me parle, pour comparer l'effet des technologies, on me parle de mesurer des tests en langue, en mathématiques et en sciences. Et on me dit, ah, avec technologie, c'est la même chose qu'avant. Vous savez ce que je réponds? Ben, soyez contents que c'est la même chose qu'avant. Ça aurait pu être pire. Non, mais je suis sérieux. Pourquoi? Mais quand vous regardez ce que les technologies et le numérique nous apportent, de quoi parle-t-on? De mieux être en relation avec les autres, d'être capable de chercher de l'information et de la valider, d'exercer son esprit critique. Eh bien, mesdames, messieurs, si c'est ça les objectifs de l'utilisation des technologies, mesurer si les élèves peuvent mieux travailler en équipe, mieux chercher l'information et la valider. Autrement dit, il faut mesurer les effets là où ils se trouvent. C'est bien compris, c'est fondamental. Et donc, les tests de connaissances sont utiles pour se rassurer, mais pas plus que ça. Il faudrait que les sciences de l'éducation nous donnent les moyens de mesurer les compétences dont j'ai parlé. Et finalement, vous qui êtes des adultes pour la plupart, est-ce que vous pensez réellement que chercher l'information et la valider, travailler en équipe, bref, toutes ces compétences, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut les acquérir à partir de l'ère du temps? Ou bien est-ce que ça nécessite une véritable formation? Autrement dit, sans discussion, mon message est clair. Si vous voulez un effet des technologies, moins de savoir à transmettre et plus de compétences à développer. Et ça, c'est difficile à mesurer. Sinon, la fossilisation des pratiques vous guette. Refaire la même chose qu'avant avec les nouveaux outils. Ce que j'ai illustré par un dessin assez célèbre sur Internet. N'y voyez aucune image sexiste. Monsieur Lebrun, pourquoi c'est des femmes et tout? Je ne parle pas de ça pour l'instant. On peut parler de ça en autre moment. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est un professeur, là, avec un regard, somme toute, assez envieux, il est à votre droite, qui utilise des anciens outils pour battre les tapis.
Et vous avez là un autre professeur qui utilise un super outil technologique, un aspirateur, mais le gros problème, c'est qu'il l'utilise comme avant, et ça ne marche pas bien. N'oubliez pas ça, à tous ces technologues qui croient qu'il suffira de mettre des outils dans nos poches pour que nous puissions développer notre humanité. Je pense que ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, entre le côté clair et le côté obscur, souvenez-vous, lumière et ombre, le rapport n'est pas déterministe. Et ça, un physicien devrait vous en parler. Est-ce qu'on est toujours dans le déterminisme qui dit « si on fait ceci, alors on va observer ça ». Je ne pense pas. Ça marche probablement pour les particules élémentaires, pour les électrons, pour les planètes, mais pas bien pour les humains. Les humains, mais c'est l'effet papillon. Vous savez, cet effet qui dit quand on change un peu les conditions du système, on peut avoir de très gros effets. C'est là qu'on se trouve. Et je crois que les enseignants savent très bien de quoi je parle quand je parle de l'effet papillon. Et donc, cette relation n'est pas une relation déterministe, mais une relation systémique qui me fait dire, si vous voulez qu'il y ait un effet des technologies sur la pédagogie, il faut d'abord que la pédagogie change pour être accueillante aux effets des technologies. On est dans une propre considération purement systémique. Donc, voilà beaucoup de choses à faire en très peu de temps, comme je vous l'ai dit. Alors, question d'objectif, je vais aller très vite ici. Vous savez, dans le domaine de l'éducation, on a parlé des capacités. Hein. L'élève sera capable d'eux. On a parlé des compétences, c'est-à-dire, quand il sortira de l'école, est-ce qu'il sera capable de transférer ce qu'il a appris à l'école dans le contexte? Et finalement, à l'heure actuelle, je vous le dis aussi, le concept de compétence est un peu ringard parce que l'Union européenne a décidé de parler des learning outcomes, des acquis d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il revient à l'élève de faire la preuve lui-même de ce qu'il a appris, de ce qu'il a compris, de ce qu'il est capable de faire. Vous allez me dire, c'est révolutionnaire. Non, pas du tout. C'est l'idée déjà très courante en entreprise, des portfolios, où quand vous passez un examen d'embauche, l'étudiant dit « Ah, moi j'ai fait des études de chimie, j'ai étudié ça et ça et ça ». L'entrepreneur lui dit « Mais ça je le sais, c'est marqué sur votre diplôme, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire et de me démontrer que vous avez acquis cette compétence ?» Donc vous vous rendez compte que les objectifs de l'éducation sont en train de changer. Bernard Stiegler, à propos des technologies, disant ce n'est pas les technologies qui sont toxiques, mais les problèmes qui surviennent viennent de notre incapacité à socialiser les outils. Et finalement, Michel Serres, c'est deux de mes lecteurs favoris, qui dit avec les technologies, nous n'avons pas le cerveau vide. Souvenez-vous des supports de mémoire. Nous confions la connaissance à notre smartphone. Nous n'avons pas le cerveau vide, nous avons le cerveau libre pour faire d'autres choses. Le gros problème, comme le dit Stiegler, c'est serons-nous capables d'utiliser ces espaces de liberté que la technologie nous donne? Va-t-on nous laisser utiliser ces espaces de liberté que la technologie nous donne? Deux questions un peu impertinentes malgré tout. Parce qu'à l'heure actuelle, les savoirs, les tables des matières, elles sont externalisées. Ah oui, le savoir, il est externalisé. Un jour, un prof m'a dit « Oui, mais monsieur Lebrun, ce n'est pas vrai parce que moi, je donne un cours sur le 3e principe de la thermodynamique. » Il était parti. Je lui ai dit « Viens avec moi. » On a été voir dans la machine. On a trouvé 20 textes, 5 diapos, 12 animations, etc., etc. Encore une fois, serons-nous capables
d'assimiler, d'apprendre finalement, d'apprendre ces savoirs-là que la technologie nous offre et surtout de continuer à apprendre. Alors, comme le temps, évidemment, est le temps, voilà, on m'a donné 45, 50 minutes grand maximum. J'aurais bien aimé vous parler, parce que vous savez, en pédagogie, il y a beaucoup de grandes théories, hein, le behaviorisme, comment influencer le comportement des élèves. Le socio-constructivisme, c'est les élèves qui doivent apprendre, construire leurs connaissances. Et ici, nous avons M. Siemens, c'est très récent, hein, qui a produit une nouvelle théorie qui s'appelle le connectivisme et qui tient compte du fait que les élèves que vous formez maintenant, ils vont faire des métiers qui n'existent pas encore, à utiliser des savoirs que vous ne connaissez pas pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? Nous voyons bien la faillite des économistes par rapport à la compréhension des systèmes financiers actuels. Nous voyons bien les difficultés liées à comment mesurer l'effet de l'homme dans le réchauffement climatique, etc. La science, dont on a parlé de manière très intéressante, on ne peut pas le nier, ben finalement, elle commence à avoir beaucoup de fluctuations, quoi, beaucoup de cas différents. Et donc, ce qu'on va devoir apprendre à nos élèves, c'est aussi à gérer l'incertain. Par un apprentissage qui se fera de plus en plus de manière informelle, nous allons continuer à apprendre toute la vie durant. Comment? Je ne sais pas. À l'école? Non, sans doute pas. À l'université? Non, sans doute pas non plus. Où est la question? Le fait que l'apprentissage, c'est reconnu, c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie, que les technologies sont en train de changer notre câblage cérébral. Je pourrais vous parler 1 heure là-dessus, mais c'est vrai. On constate qu'au niveau de nos neurones, des associations, etc., et des stimulus qui sont en train à tout moment de nous influencer, ça change et ça change très fort. Je peux vous parler aussi du fait, vous savez, les pédagogues disent souvent, il y a des savoirs et des savoir-faire. Monsieur Siemens dit que les savoirs et savoir-faire sont en train d'être supplantés par les savoirs où et quand. Ah oui, cette idée-là, je l'ai déjà rencontrée, mais je ne me souviens plus où c'était. Ou bien, je sais très bien que j'ai stocké cette idée-là quelque part dans mon ordinateur, mais je serais incapable. Autrement dit, nous commençons à raisonner comme un ordinateur. Ce qui devient fondamental, c'est les liens et moins les connaissances qui sont au bout des liens. Ce sont des constats qui sont faits actuellement. Alors, former, ça c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants. Ils ne comprennent pas au début, vous aurez peut-être du mal aussi. Former, c'est donner aux apprenants des occasions d'apprendre, point. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose à quelqu'un. Tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre les conditions dans lesquelles lui va pouvoir apprendre. C'est assez fondamental comme idée. Il paraîtrait qu'Albert Einstein ait dit la même chose. Et également, toujours, Michel Serres, je ne sais pas s'il est lu ici, sans doute que oui, qui nous dit cette externalisation des savoirs. 2 choses. Faut-il encore rassembler des étudiants dans un amphi pour leur transmettre les savoirs? Et 2, pensez-vous que c'est en étudiant un professeur qui transmet des savoirs que nos étudiants vont développer de réelles compétences? Répondez ce soir à ces 2 questions, elles me paraissent importantes. Alors, je terminerai par un concept, il n'est pas nouveau. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà eu un professeur qui faisait comme ça ou comme ça. C'est très bien, vous en avez eu qu'un? Ah bon, c'est pas beaucoup. C'est l'idée des classes inversées. La classe inversée, c'est un concept, encore une fois, je pourrais vous expliquer ça aussi.
Comment ça se fait que les concepts un peu novateurs en pédagogie nous viennent généralement d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe du Nord, etc. Les latins ont l'air d'avoir du mal avec l'innovation. Je peux vous expliquer ça. Toujours est-il, deux Américains, non pas des chercheurs en sciences de l'éducation, non pas, je ne sais pas, des personnes qui étaient responsables du système administratif de leur région, non, deux professeurs, dans le secondaire, qui en ont assez de voir leurs élèves comme ça pendant tout le cours, alors que eux, ils leur racontent des choses admirables sur la chimie, les acides, les bases, etc., etc. Et ils ne comprennent pas pourquoi les élèves sont comme ça. En plus de ça, de temps en temps, les élèves sont comme ça et ils regardent des vidéos sur leur smartphone. J'espère qu'ici, il n'y a pas trop de personnes qui regardent des vidéos sur sa tablette. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Une idée toute simple. Et si on mettait quelques éléments, je n'ai pas dit tout, n'est-ce pas, quelques éléments du cours en vidéo, on va se filmer en train d'expliquer l'oxydoréduction sur une tablette, on va leur filmer une petite expérience de chimie, on va mettre ça sur YouTube et on va leur dire, voilà, nous on a mis des vidéos sur YouTube, vous voulez bien les regarder pour le cours prochain? Et comme ça on va pouvoir en discuter. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a marché. Et il y a des tas de raisons pour lesquelles ça ne marche pas, n'est-ce pas, bien sûr. Nous trouvons toujours des tas de raisons pour que ça ne marche pas. Les étudiants ne vont pas regarder les vidéos, vous savez. Et qui vous dit ça? Et qui vous dit d'ailleurs que lorsque vous faites un cours magistral devant un amphi, tous les étudiants sont en train de vous écouter. On n'a jamais posé cette question-là. Autrement dit, l'innovation est suspecte. La classe inversée, c'était ça. Les leçons à la maison, ce que le prof faisait en classe à la maison ou dans un local de l'école ou quelque chose comme ça, et les devoirs en classe. Là où l'élève a besoin d'aide pour l'application, le prof sera là. Autrement dit, moins de magistral, plus d'applicatif. Alors, ça nous change évidemment de cette tradition qui a commencé avec l'université, qui est née presque en même temps que l'imprimerie, c'est assez étonnant, mais qui a toujours pratiqué l'enseignement magistral. Bien sûr, ça a changé. Regardez maintenant un amphi actuel. Ça a changé, c'est plutôt un peu de l'ironie. Et surtout que maintenant, on est sauvé parce que vous avez d'ailleurs des professeurs qui sont filmés en train de donner leurs cours. Autrement dit, on se rend compte que le transmissif et le magistral est en train d'être externalisé. Et la vraie crainte des professeurs, c'est de se dire « Aïe, 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 mais si la grosse part de mon métier qui est de transmettre des savoirs se fait autrement, qu'est-ce que je vais devenir dans mon amphi? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et ça, mesdames, messieurs, c'est quelque chose que j'avais déjà rencontré dans les années 80, 82, 83. Des professeurs me disaient, ils voyaient les micro-ordinateurs des années 80, et ils me disaient, « Monsieur Lebrun, vous pensez qu'un jour, l'enseignant va être remplacé par un ordinateur ?» Et vous savez ce que j'ai répondu et que je continue à répondre. Si un enseignant me pose une question pareille, il y a beaucoup de chances qu'il soit remplacé. C'est fondamental, n'est-ce pas? Est-ce que pour vous, enseigner, c'est juste redire ce qui se trouve dans les livres? Malheureusement, je pense, on parlait des emplois qui vont disparaître avec le temps. Si ça reste ça, les robots et les MOOC, là, finalement, enseigneront mieux que nous. Alors, finalement, les classes inversées, ou plutôt la classe inversée, de quoi s'agit-il? Dans un enseignement traditionnel, l'enseignement se fait en présence, l'apprentissage se fait à distance,
Ben oui, l'élève se retrouve tout seul à la maison pour faire ses devoirs. Et l'idée des inventeurs de la classe inversée, c'est de se dire, est-ce qu'une partie de l'enseignement ne pourrait pas être portée à distance via des vidéos, via des travaux que les élèves vont faire à la médiathèque, etc. De manière à, ça veut dire c'est ça l'objectif, n'est-ce pas? De redonner du sens à la présence et de faire en sorte que les élèves travaillent en groupe, échangent de l'information, travaillent en équipe, exercent leur esprit critique, etc., etc. Les technologies nous offrent de mieux profiter de la présence en externalisant certains éléments. Il faudra expérimenter. Alors, pour être clair, la classe inversée, c'est la vidéo qui se passe hors la classe, à distance, ça peut être des vidéos, des textes, peu importe, et finalement, en classe, on a l'application. Mais la classe inversée, c'est aussi, imaginez ici dans l'amphi, je vous mets en groupe de 5-6 et je vous demande de travailler une thématique intéressante et de venir nous la présenter à l'ensemble la semaine prochaine. Vous voyez que c'est une autre formule de classe inversée où le savoir n'est pas transporté à distance, mais les élèves doivent aller chercher le savoir pour le ramener en classe. Et finalement, cette possibilité d'avoir non pas un modèle contre l'autre, le modèle transmissif contre le modèle socio-constructif, mais d'avoir finalement les deux ensemble, c'est-à-dire des moments où les élèves reçoivent des savoirs, parce que c'est plus économique, des moments où ils vont les chercher, des moments où ils font de l'application et d'autres moments où ils partagent avec leurs pairs. Comment voulez-vous qu'ils continuent à apprendre toute la vie durant et que ceci ne reste pas des vains mots si on ne leur donne pas l'occasion d'apprendre toute la vie durant et pas seulement d'être en position réceptive, si vous voulez, de réception de connaissances. Et donc, finalement, je n'ai guère le temps de vous expliquer tout ça, mais si vous réfléchissez à la taxonomie de Bloom, tout le monde connaît la taxonomie de Bloom, se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer, pour moi, l'école, elle est surtout construite en « je vais te donner les savoirs, tu vas apprendre les savoirs, tu vas les comprendre, et après, tu pourras appliquer, créer, etc. » Hein? C'est comme ça que l'école est construite. Monsieur, madame, à quoi ça sert l'intégrale tu verras ça plus tard? Ça devient inadmissible. Non, au contraire, peut-être que la classe inversée permet d'aller d'abord explorer les contextes, les usages, les perceptions, l'humain au travail, pour revenir ensuite en classe pour essayer de consolider, modéliser, structurer ce qu'il a trouvé. Alors, donc, des renversements, c'est pour ça qu'on appelle ça la classe inversée, parce que par rapport à la structure de la classe habituelle, on assiste finalement à un changement par rapport au savoir. Est-ce que c'est le professeur qui donne les savoirs ou est-ce que c'est l'élève qui amène des savoirs qui vont être travaillés dans la classe? Il y a des changements par rapport au rôle. Vous vous rendez compte que l'apprenant devient parfois enseignant et ça m'arrive parfois, je vous le dis, moi, enseignant, je deviens parfois apprenant par rapport à ce que les élèves m'amènent. Autrement dit, plusieurs types de classes inversées, plusieurs façons de faire, et je crois que la richesse du concept, c'est le principe de variété dans les méthodes que finalement la classe inversée nous apporte. Alors, ceci, je vais aller très vite. En fait, si vous allez voir dans ma littérature, vous verrez que je fais le lien avec un ancien modèle qu'on appelle le cycle de Kolb.
Kolb l'ayant appelé, c'est pas trop étonnant, l'apprentissage expérientiel. Comment nous, humains, apprenons de notre expérience autrement que dans les grands livres du savoir. Donc ceci, qui est finalement une façon de synthétiser ce concept de la classe inversée entre présence et distance, entre savoir et compétence, entre savoir normalisé, les savoirs de la science et savoirs d'expérience, je pense que c'est là finalement que se situe le concept de la classe inversée. Et je terminerai par environ la même image que mon collègue a utilisée, cette main robotique qui rejoint un peu la main de l'homme, parce que, ayant lu, je devrais pouvoir travailler davantage là-dessus, je pense que nous sommes en train de vivre une nouvelle renaissance. Renaissance, souvenez-vous, le moment où nous, les humains, nous avons mis la raison et l'homme au centre. L'homme pouvait comprendre. Et je crois que maintenant, le prochain but, c'est cette sorte d'intelligence collective de ramener l'humain, de ramener finalement, et ça c'est important, l'éducation de nos élèves, en particulier, pas pour tout, à ce que les robots ne sont pas capables de faire. C'est ça que nous devons apprendre à l'humain. Si c'est juste apprendre l'automatisme, la répétition, refaire encore une fois, appliquer, les machines savent déjà le faire maintenant. Et donc, quelque part, ce sens critique, cette gestion de l'incertitude, de l'incertain, cette capacité d'inventer de nouveaux chemins auxquels personne n'a pensé, je ne dis pas que nous allons tous devenir des créatifs, mais en tout cas, nous devons maximiser cette force-là de l'humain au travers de notre éducation. Le monde qu'on nous présente, le monde de la science, est souvent le monde, dans l'école, je veux dire, le monde des modèles, des théories, des concepts, et c'est très important, n'oubliez pas que j'étais physicien quand même, mais il y a également ce monde des faits, des perceptions, de la réalité concrète. Et les philosophes se sont battus là-dessus, ils continuent d'ailleurs. Et je pense que le numérique, s'il est bien utilisé, il peut finalement aider l'élève, aider l'humain à faire ce chemin du contexte à la réalité et l'autre chemin de la réalité vers les concepts. Et ça, vous voyez, je l'utilise... cette image qui n'est plus maintenant le robot et l'humain, mais ce que nous appelons dans certaines religions, dans certains contextes, Dieu, cette image idéale qui nous propulse avec l'humain. Et je pense que la technologie a quelque chose à faire au travers de son école, et c'est ainsi que je terminerai cette conférence. Merci beaucoup.